Bonjour à tous, il est donc temps de faire la synthèse de cette EULAR 2015 sur les maladies systémiques et nous ferons un focus sur la sclérodermie et le syndrome de Sjögren. Et vous allez voir un EULAR particulièrement riche concernant ces deux pathologies. Alors commençons par la sclérodermie systémique, et l'EULAR a été marqué par la communication de très nombreux essais thérapeutiques, soit en randomisé, soit en ouvert, avec une cuvée particulièrement riche en ce qui concerne les essais thérapeutiques, notamment dans les ulcères digitaux, avec l'étude CEDUS et les études DUAL, avec les études également dans la fibrose, que ce soit pulmonaire et cutanée, avec les études Fascinet et LPA, également dans la pneumopathie infiltrante diffuse, avec les données de SLS2 et de Lotus, et enfin également dans l'hypertension artérielle pulmonaire. Alors, on ne va pas les présenter tous puisqu'on les a résumés, mais je vais faire un focus sur certaines d'entre elles. Et commençons par l'étude CEDUS pour l'étude du sildenafil dans la guérison des ulcères digitaux. Alors, l'étude CEDUS est une étude de phase 3 qui a comparé le sildenafil à la dose de 20 mg x 3 versus placebo pour la guérison d'un ulcère digital ischémique de la sclérodermie systémique, avec une étude qui a duré 12 semaines. Le critère principal de jugement était la durée jusqu'à la cicatrisation complète de l'ulcère digital. Alors, le rationnel, bien sûr, vous le connaissez, hein, il y a de nombreux case reports de l'utilisation de sildenafil pour guérir les ulcères digitaux, et cette méta-analyse, qui a été publiée en 2013, était en faveur d'un effet bénéfique du sildenafil. Cependant, aucune étude randomisée n'avait jusqu'alors prouvé cet effet bénéfique. C'était l'intérêt de lancer cette étude CEDUS. Alors, l'étude CEDUS a inclus 85 patients, randomisés pour 42 d'entre eux dans le bras sildenafil, 42 dans le bras placebo. Et l'individu de cette étude n'était pas le patient, mais l'ulcère digital. Et 192 ulcères digitaux, chez 84 patients, ont donc été inclus, 103 dans le groupe placebo, 89 ulcères digitales dans le groupe sildenafil. Alors, concernant le critère principal de jugement, malheureusement, ce critère est négatif puisque la durée médiane de guérison dans le groupe sildenafil était de 56 jours versus 63 jours dans le groupe placebo. Donc, plus rapide dans le groupe sildenafil que dans le groupe placebo, mais le petit p était à 0,18. Cependant, lorsqu'on regarde le taux d'ulcère digital cicatrisé à la 8e semaine et à la 12e semaine, on voit qu'il y avait plus d'ulcère digital cicatrisé dans le groupe sildenafil dès la 8e semaine, et c'était significatif. On fait remarquer d'emblée le taux de cicatrisation dans le groupe placebo à la 12e semaine. 66% des patients avaient un ulcère digital cicatrisé dans le groupe placebo. Et on va voir que c'est ce point-là qui explique pourquoi l'étude CEDUS n'a pas rempli son critère principal de jugement. Ça cause un taux très important de cicatrisation dans un groupe placebo. Alors, si on regarde maintenant des sous-groupes de l'étude CEDUS, notamment le sous-groupe intéressant des patients qui étaient déjà sous Bosentan au moment de l'entrée de l'étude, environ un tiers des patients recevaient du Bosentan au moment de l'entrée dans le CEDUS, eh bien on voit que là, le sildenafil semble particulièrement intéressant puisque les patients guérissaient en 60 jours versus 84 jours dans le groupe placebo, et la différence était significative. Donc, si l'objectif primaire de CEDUS n'est pas rempli, les signaux sont quand même très intéressants, notamment avec un taux de cicatrisation qui est significativement plus élevé dans le groupe sildenafil que le groupe placebo, et ce, dès la 8e semaine, avec un sous-groupe de patients particulièrement intéressants qui reçoivent du Bosentan en baseline. C'est peut-être chez ces patients-là que le sildenafil serait encore plus efficace. Et puis, le taux de guérison à 66% dans le groupe placebo était totalement inattendu, plus du double de ce qui était attendu dans la littérature, probablement par une meilleure connaissance des ulcères digitaux dans ces groupes, dans ces centres hospitaliers tertiaires qui ont inclus les patients. Également, une diffusion de la connaissance et de l'éducation thérapeutique qui fait que les ulcères digitaux sont pris en charge de manière optimale, y compris par des soins infirmiers, et qui donne donc ce taux majeur de cicatrisation et de rapidité de cicatrisation dans le groupe placebo. Deuxième étude dans les ulcères digitaux concerne le macitentan. Alors vous savez tous que le Bosentan, un antagoniste des récepteurs de l'endothéline, a l'AMM pour la prévention de la survenue de nouveaux ulcères digitaux dans la sclérodermie systémique. Et bien maintenant, c'est le macitentan qui a été évalué. Pourquoi? Parce que le macitentan a montré un effet très intéressant dans l'hypertension artérielle pulmonaire des patients atteints de connectivité et notamment de sclérodermie systémique. Il semblait donc tout à fait légitime de tester le macitentan dans la prévention des ulcères digitaux. C'est l'intérêt de cette étude DUAL 1 et DUAL 2, qui est la suite de DUAL 1. Alors les patients étaient inclus lorsqu'ils avaient une sclérodermie systémique, bien sûr, mais ils devaient avoir forcément un ulcère digital actif au moment de l'inclusion et
un antécédent d'ulcère digital actif récent. Donc on sélectionnait des patients particulièrement sévères sur la maladie ulcéreuse digitale. Et le critère principal de jugement était le nombre de nouveaux ulcères à la semaine 16 sous macitentan versus placebo. Et 2 doses de macitentan ont été évaluées, 3 et 10 mg par jour. Alors 554 patients ont été randomisés, donc une étude d'une ampleur très importante. Mais malheureusement, cette étude est complètement négative. Donc l'objectif principal n'était pas atteint, avec un nombre d'ulcères digital identique entre les 3 groupes, placebo, 3 mg, 10 mg de macitentan. Et même les critères secondaires, qualité de vie, fonctionnalité de la main, n'étaient pas du tout atteints et différents entre les 2 groupes. Alors ce résultat, bien sûr, est surprenant quand on voit l'efficacité du bosentan et son AMM. Cependant, il faut rappeler que le macitentan n'est pas le bosentan, c'est-à-dire qu'ils ont des caractéristiques pharmacocinétiques et pharmacodynamiques différentes, et on voit bien que finalement l'effet de classe n'existe pas, et que le bosentan a montré son efficacité, le macitentan non, et donc on ne peut pas, diffuser l'effet bénéfique des antagonistes récepteurs d'endothéline à l'ensemble de la classe. Ça reste réservé au bosentan, et en tout cas pas au macitentan, et donc le macitentan ne sera pas utilisé en prévention des ulcères digitaux. Alors concernant les essais de fibrose, une communication très importante, c'est les données de Fascinate à la 48e semaine, présentées par le Dr Khanna. Alors vous connaissez l'étude Fascinate, dont on avait présenté les résultats déjà à l'ACR il y a quelques mois. Fascinate évalue donc le tocilizumab en sous-cutané par semaine versus le placebo. Et il y a quelques mois, je vous avais présenté à l'ACR les données à 24 semaines. Alors les patients étaient inclus essentiellement s'il y avait une forme diffuse de sclérodermie systémique récente avec des marqueurs inflammatoires, CRP ou VS. Vous voyez ici le design de l'étude. Les patients sont randomisés entre tocilizumab et placebo, 1 pour 1. Et on avait eu la fois dernière les résultats à 24 semaines, et donc à l'EULAR sont présentés les résultats à la semaine 48. Alors pour mémoire, je vous rappelle les résultats à la 24e semaine, en montrant d'abord le nombre de patients inclus. Vous voyez qu'à 24 semaines, il y avait environ 35 patients qui avaient complété l'étude dans le groupe tocilizumab et 36 dans le groupe placebo. Et à la 48e semaine, 30 patients dans le groupe tocilizumab et 33 dans le groupe placebo. Alors, à la 24e semaine, vous vous souvenez, il y avait un effet positif en faveur du tocilizumab, avec une diminution par rapport au groupe placebo de moins 2,7 du score de Rodnan, avec un petit p à 0,09, donc ça n'était pas significatif, mais c'était une tendance intéressante. Et il y avait également un effet bénéfique sur la CVF. Vous avez ici le schéma d'évolution du score de Rodnan à la 24e semaine, où on voit une stabilisation sous placebo et une amélioration sous tocilizumab, avec un effet que je vous ai indiqué. Alors, qu'en est-il à la 48e semaine, après le début de l'entrée dans l'étude? Et voici ce tableau peut-être un petit peu difficile à lire, mais je vais vous résumer tout simplement. Il faut regarder le score de Rodnan à la semaine 48, et vous voyez que l'effet par rapport au groupe placebo est de moins 3,55, avec un petit p à 0,06. Et donc l'amélioration constatée à la 24e semaine se poursuit à la 48e semaine, avec un petit p qui n'est toujours pas significatif, qui se rapproche, petit p à 0,06. Très intéressant également, les autres paramètres, notamment de qualité de vie, d'évaluation par le patient, de score de fatigue, vont également vers la tendance, avec un petit p inférieur à 0,2 à chaque fois. Et très intéressant également, l'effet sur la CVF. Vous voyez que si on regarde simplement la dernière ligne, le pourcentage de patients qui aggravent leur CVF de 10% en absolu, donc qui passent par exemple de 50 à 40 ou de 30 à 20, enfin 30 à 20 ou de 80 à 70, que 30 à 20 c'est quand même pas beaucoup dans le CVF, eh bien ce groupe de patients c'est 19% dans le groupe placebo versus 3% à la semaine 24, et c'est 23% dans le groupe placebo versus 10% dans la semaine 48. Donc à peu près 2 fois plus de patients dans le groupe placebo qui aggravent leur CVF par rapport au groupe tocilizumab, et donc ceci bien sûr est très intéressant. Ceci est corroboré par des études sur les biomarqueurs, notamment le CCL18, et les auteurs montrent que le CCL18 diminue significativement sous tocilizumab par rapport au placebo, et ça bien sûr c'est intéressant puisque le CCL18 est un marqueur intéressant de fibrose pulmonaire, agissant notamment sur les macrophages de type M2, et donc l'effet bénéfique du tocilizumab pourrait passer par cet effet sur les macrophages de type M2 et la sécrétion de CCL18. Donc, cette étude, qui reste une étude de phase 2, a montré la bonne tolérance du médicament. Tous les voyants sont au vert, montrant une tendance presque significative sur la peau et les poumons. Également sur les biomarqueurs. Ça reste bien sûr des patients sélectionnés avec des formes diffuses, relativement récentes, inflammatoires. Et l'étude de phase 3 devrait débuter.
Alors, au-delà des essais thérapeutiques, il y a eu des données de la sclérodermie de manière, je dirais, épidémiologique, en utilisant la grande base EUSTAR. Vous savez que EUSTAR, le groupe européen de recherche sur la sclérodermie, qui dispose d'une base de patients d'environ 12 000, ce qui est donc l'occasion de faire des études de grande ampleur. Et cette étude, présentée par Vincent Sompanski, a essayé de répondre à la question suivante. Existe-t-il des groupes homogènes de patients au sein des patients atteints de sclérodermie systémique? Vous savez que classiquement, on distingue les patients entre forme cutanée diffuse et forme cutanée limitée. Mais on sait aussi que cette distinction qui est robuste est cependant parfois imparfaite, puisque des patients ayant des formes limitées peuvent avoir des atteintes viscérales sévères, par exemple. Des patients qui ont des formes diffuses peuvent parfois avoir des anticentromères et pas d'atteinte viscérale. Et donc, il faut peut-être aller un petit peu plus loin dans cette classification des patients atteints de sclérodermie systémique. La base EUSTAR permet de faire une étude sans a priori, une étude dite en cluster. Alors, quel est le principe d'étude en cluster? C'est relativement simple. Vous prenez un grand nombre de patients, et vous essayez de faire des groupes homogènes selon des caractéristiques cliniques ou biologiques définies. Et les patients se regroupent ainsi en fonction de leur, non pas affinité, mais en fonction de leur proximité avec des variables dites de clusterisation. C'est ce qu'ont fait les auteurs de cette étude à partir de 7000 patients. Et ils ont mis en évidence qu'il n'y avait pas deux groupes de patients homogènes, les formes diffuses et les formes limitées, mais il y avait 5 groupes homogènes de patients. Et ces 5 groupes homogènes de patients étaient différents en fonction de l'atteinte cutanée, bien sûr, du sexe ratio, du statut anticorps et des atteintes viscérales. Alors vous allez me dire, bon, c'est un petit peu attendu, c'est vrai, mais il était intéressant de voir que certains de ces clusters étaient inattendus, notamment par exemple un cluster était caractérisé par des femmes ayant des formes cutanées limitées, mais beaucoup d'antitopoïsomérase 1 et beaucoup de fibrose pulmonaire. Et ce cluster-là, qu'on voit en pratique clinique, n'avait pas été identifié jusqu'à présent par cette méthode sans a priori. Très intéressant, ces 5 clusters avaient une survie vraiment différente, ce qui renforce la robustesse de leur séparation. Et donc, il existe des groupes homogènes de patients sclérodermiques au-delà de la simple, entre guillemets, différenciation forme limitée, forme diffuse. Autre communication très importante concerne les recommandations EUSTAR pour la prise en charge des patients atteints de sclérodermie. Donc cette communication qui était très attendue a finalement été un petit peu courte parce que faire des recommandations en 10 minutes, c'est pas facile. Et Ottilia Kowal-Bieka s'y est attachée. Alors les dernières recommandations datent de 2009, mais depuis 2009, bien sûr, il y a eu de nombreux essais thérapeutiques qui ont été publiés. Il était donc temps de faire un update de ces recommandations. Alors, méthodologie classique, 30 experts de sclérodermie, des patients atteints de sclérodermie, un épidémiologiste, une revue complète de la littérature, et puis une circulation au sein des groupes experts pour essayer de grader ces recommandations entre A et D. Alors, on ne va pas les détailler, mais simplement pointer les nouveautés. Et les nouveautés, c'est l'arrivée que j'ai qualifiée de tonitruante des inhibiteurs de PDE5 inhibiteurs dans le traitement du phénomène de Raynaud et des ulcères digitaux avec un grade de recommandation élevé. Alors reposant sur des case reports, des méta-analyses et utilisant également l'étude CEDUS qui est présentée non pas comme une étude négative mais une étude qui renforce l'intérêt potentiel de ces médicaments. On note également l'arrivée de la fluoxétine, donc cet antidépresseur dans le traitement du phénomène de Raynaud avec un grade de recommandation cependant beaucoup plus faible évidemment. L'arrivée également importante de l'autogreffe de cellules souches avec un grade de recommandation élevé, étant donné les 2 essais randomisés contrôlés positifs qui ont été publiés récemment. Et puis dans l'hypertension artérielle pulmonaire, la mise en exergue des nouveaux médicaments qui ont obtenu l'AMM avec les essais randomisés, notamment l'embrisentan, le macitentan, le riociguat. Et on attend la publication bien sûr de ces recommandations pour être plus précis dans leur rapport. Alors, après la sclérodermie, qui était un moment fort en richesse, passons au syndrome de Sjögren. Et là, j'ai pointé 3 communications importantes. Une communication, c'est le marqueur prédictif de survenue d'un lymphome au cours du Sjögren. Une communication, c'est les marqueurs prédictifs de la réponse au rituximab au cours du Sjögren. Et puis, les résultats du belimumab dans le traitement du syndrome de Sjögren. Alors, concernant les facteurs prédictifs, vous savez que le syndrome de Sjögren est bien sûr, facteur de risque important de lymphome et peut évoluer vers un lymphome. Et la question que tout le monde se pose, c'est peut-on prédire quel patient va évoluer vers un lymphome? Alors, c'est tout l'intérêt de l'étude prospective ACCESS française qui collige un nombre important de patients ayant un syndrome de Sjögren primitif.
Et grâce à cette étude ACES, Gaëtan Nocturne a pu isoler des patients qui avaient ou qui vont développer un lymphome et essayer de trouver donc des facteurs prédictifs, et notamment en s'intéressant à deux chimiokines, CCL11 et CXCL13, essentiellement parce que ces chimiokines, notamment CXCL13, sont associés aux centres germinatifs au niveau des biopsies de glandes salivaires accessoires, et on sait que ces centres germinatifs sont des facteurs de risque au cours du Sjögren de développer un lymphome. Cette étude importante, 385 patients chez qui ces chimiokines ont été dosés, a montré que le taux de CXCL13, et c'était moins vrai pour CCL11, le taux de CXCL13 était significativement plus élevé chez les patients ayant développé un lymphome ou ayant un lymphome au moment de l'entrée dans l'étude par rapport au reste de la cohorte. En analyse multivariée, le C4 bas et BAF étaient significativement associés à un risque de lymphome. Et de manière intéressante, CXCL13 était le seul paramètre associé avec l'activité de la maladie. Donc CXCL13, je dirais, prend du grade comme biomarqueur au cours du Sjögren, avec un facteur prédictif de survie d'un lymphome et avec un facteur prédictif indépendant d'une association avec l'activité de la maladie. Passons maintenant au facteur prédictif de réponse au rituximab. Vous connaissez tous l'étude TIRS qui a évalué donc le rituximab versus placebo dans le traitement du Sjögren. Eh bien, les auteurs de l'étude TIRS ont essayé de répondre à la question peut-on prévoir les patients qui vont répondre au Sjögren? Pour cela, ils ont pris 35 patients inclus dans TIRS ayant reçu un cycle de rituximab, 1 g x 2, et qui avaient eu une biopsie de glandes salivaires accessoires ou une échographie des glandes salivaires en baseline et un débit salivaire. Alors 50% de ces 35 patients étaient considérés comme des répondeurs à la 24e semaine selon le critère SSRI 30, dont je rappelle qu'il s'agit d'un critère composite, essentiellement sur des échelles visuelles. Et 30 est pour 30%, puisqu'il faut que les patients s'améliorent de 30% sur ces échelles visuelles pour être considérés comme répondeurs. Donc un patient sur deux était répondeur selon les critères SSRI 30. Et donc, ils ont simplement regardé, entre les patients répondeurs et non répondeurs, y avait-il des différences? Oui, il y avait des différences, et peut-être pas dans le sens qu'on attendait. C'est-à-dire que les différences étaient les suivantes. Les patients qui étaient répondeurs au rituximab étaient ceux qui avaient l'atteinte salivaire la moins sévère, et non pas la plus sévère. Donc les patients répondeurs avaient un focus score médian inférieur aux patients non répondeurs, et ils avaient une atteinte légère à modérée sur l'échographie. Aucun des patients ayant une atteinte sévère à l'échographie des glandes salivaires était répondeur au rituximab. En revanche, il n'y a pas de différence en termes de débit salivaire. Donc, les patients ayant une atteinte glandulaire sévère à l'échographie ou à la biopsie avaient moins de chances d'être répondeurs au rituximab que les patients ayant une atteinte moins sévère. Alors, ce résultat est un peu, je dirais, surprenant, mais l'explication apportée par les auteurs est convaincante, c'est que probablement ces patients qui ont une atteinte plus sévère à la BGSA ou à l'échographie, finalement un cycle de rituximab n'est peut-être pas suffisant. Il faut peut-être plusieurs cycles pour observer une réponse selon les critères SSRI. Enfin, dernière communication, le belimumab au cours du Sjögren. Alors, vous connaissez le belimumab, cet anticorps monoclonal anti-BAF qui a l'AMM au cours du lupus. Il est bien sûr tout à fait légitime d'envisager ce traitement au cours du Sjögren étant donné les signes d'activité B, l'augmentation de BAF et l'ensemble de ces données. Et donc, une équipe franco-italienne a étudié donc, le belimumab en ouvert chez des patients qui avaient un certain nombre de Sjögren immunologiques, donc avec anti-SSA et SSB, et forcément une atteinte systémique ou une paratomégalie ou une maladie récente et ou des marqueurs d'activité B. Donc, ce n'était pas le Sjögren, je dirais, tout venant, mais des Sjögren actifs. La réponse était évaluée sur 5 items qu'on ne va pas détailler, mais qui étaient surtout des items de score de sécheresse, de score de fatigue, d'atteinte systémique, de marqueurs d'activité B et de dosage du complément C4. Les patients ont été traités par belimumab de manière classique, 10 mg kg, S0, S2, S4, puis toutes les 4 semaines jusqu'à la 24e semaine. À noter, c'est probablement important, que dans la cohorte italienne de cette étude, les patients pouvaient être traités au-delà de la 24e semaine jusqu'à la semaine 48. Parmi les 30 patients qui étaient inclus initialement dans BELIS, 19 ont terminé l'étude à 1 an et 15 de ces 19 patients étaient des répondeurs, soit un taux de réponse de 80%, ce qui est bien sûr extrêmement satisfaisant. Et 13 de ces 15 répondeurs étaient déjà des répondeurs à la semaine 28. La réponse se faisait essentiellement sur les atteintes systémiques et les marqueurs d'activité B, et
moins va pas du tout sur le score de sécheresse et la fatigue. Donc le belimumab semble intéressant, notamment dans les jeux graines actifs immunologiques, avec des signes systémiques, ou d'atteinte systémique et des signes d'activité B. Et il semble donc tout à fait important de le tester dans des études randomisées contrôlées. Le traitement était bien toléré. Voilà, c'en est fini pour cette partie, et puis je souhaite vous revoir sur un prochain congrès. Merci.